Merci infiniment, Monsieur le bâtonnier, Merci infiniment, Monsieur le bâtonnier, pour ces paroles si aimables. Et je dois dire que quand j'ai entendu deux bâtonniers, le bâtonnier en exercice et l'ancien bâtonnier, l'un me comparait à Voltaire, l'autre me comparait à Zola, je me suis dit, j'ai bien fait de venir. Parce que c'est pas tous les jours qu'on me compare à Voltaire, à Zola. Si vous saviez à quel point la vie d'écrivain est difficile, la vie de journaliste, non, parlons pas. J'ai été viré 2 fois du Figaro et le patron, en me virant, m'a dit « jamais 203 ». Donc, vous voyez, les vicissitudes qui touchent à la littérature, à l'art, et surtout, je vais vous faire une confidence, le pire des juges, et Dieu sait que j'ai connu des juges sévères, n'en parlons plus, et même un bâtonnier, que je préfère passer sous silence. Tous les bâtonniers qui sont ici présents rachètent un peu sa vindicte qu'ils nourrissaient contre moi. Néanmoins, c'est vrai que cette difficulté qu'il y a à écrire, le juge le pire, eh bien c'est soi-même. Soi-même, parce que, hélas, on a en soi un juge terrible qui, je ne dis pas qu'il vous condamne, mais en tout cas, qui vous rend la vie très difficile. Alors, je vais vous faire une autre confidence. Tout le monde croit que le but de ma vie, encore la médisance, tout le monde croit que le but de ma vie, ça a été de rentrer à l'Académie française. Eh bien, je vais démentir fermement cette idée. Si j'ai voulu rentrer à l'Académie française, c'était parce que je savais que c'était le seul moyen d'être un jour invité au palais littéraire et musical. Je me suis dit, il n'y a pas d'autre moyen. Parce que, et là j'ai peur, chers amis, j'ai peur que vous ne soyez déçus, j'ai peur que votre bâtonnier ait été un peu indulgent, qu'il ne vous ait pas tout dit, qu'il y ait, hélas, erreur sur la marchandise, si je peux m'appeler ainsi, erreur sur la personne, parce qu'il ne vous a pas dit que j'ai raté ma première année de droit. Et j'ai même raté ma première année de lettres. Mais c'était un peu normal, parce que j'avais mis 5 ans pour avoir mes 2 bacs. Et donc, je sens immédiatement un refroidissement, et que vous dites, mais vraiment, à l'Académie, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont perdu la tête. Est-ce qu'ils vraiment, ils élisent n'importe qui? Alors, je vais essayer de vous brosser un portrait, j'espère pas trop ennuyeux, parce que je suis quand même ici, dans le temple, et c'est pour ça que j'avais envie de venir ici, dans le temple de l'éloquence. Les plus grands ténors du barreau sont ici, je les ai vus tout à l'heure, ils sont venus me voir. Ils m'ont inspiré une terreur épouvantable. Je me suis dit, comment vais-je faire? Heureusement, Thierry Lévy n'est pas là, mon ami Thierry Lévy, parce que j'aurais senti son œil qui dardait sur moi avec sa sévérité habituelle. Heureusement, il n'est pas venu, mais je pense que c'est encore un signe de son amitié. Il n'a pas voulu être déçu. Il n'a pas voulu être déçu. Alors, ça m'amène à vous faire un portrait de moi, pardon, mais vous savez, les écrivains, ils ont ce défaut que n'ont pas les avocats. Ils ne parlent que d'eux-mêmes. Et dans ce livre, je vous l'avoue, je ne parle que de moi-même. Et c'était normal, parce que j'avais pris comme précédent sujet Napoléon. Je me suis dit, comment trouver un sujet à la hauteur? J'ai dit, moi-même. Et donc, je parle que de moi-même, et j'évoque, alors ce qui est très différent du portrait qu'a fait le bâtonnier. Vous avez présenté au milieu d'une famille absolument fastueuse, au milieu des Manet, des Berthe Morisot, des Corot, ce qui n'était pas faux. Mais moi, j'étais complètement fauché. Ma famille était dans la dèche. Et j'allais chez ma tante Julie voir les Manet, j'allais chez mon grand-père voir les Corot, et je rentrais dans ma chambre de bonne, qui en plus sentait le graillon. Parce que ma voisine faisait cuire des poissons abominables, et quand je faisais venir une petite amie, c'était atroce, j'étais obligé d'allumer des bâtonnets d'encens, de m'asperger de vétiver, pour essayer d'effacer ces odeurs prolétariennes. Et donc j'étais dans ma chambre de bonne, et je regardais le Sacré-Cœur dans le lointain, je rêvais à ma vie, et je me disais, je suis voué à l'échec. Pourquoi?
parce que j'étais pauvre, parce que je ratais mon bac d'une façon régulière. En plus, je travaillais avec... Il y a des cancres qui sont mérités, parce qu'ils ne travaillent pas. Mais moi, je travaillais, mais je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien, et j'avais beau m'acharner. Et d'ailleurs, je dois vous faire encore une confidence. L'association des surdoués m'a téléphoné pour me demander de présider son congrès à Strasbourg. Et quand ils m'ont appelé, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que c'était une farce d'Antoine Valéry. Et ils m'ont dit, non, c'est sérieux, on va vous envoyer une lettre. Bon, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Et en effet, ils m'ont invité à vous parler si j'y suis allé. Je n'aurais pas manqué cette occasion. Et là-bas, les surdoués, l'association des surdoués m'ont dit, vous correspondez tout à fait à l'image du surdoué. J'ai dit, mais non, j'étais simplement nul. C'est ce que disent tous les surdoués. J'ai dit, mais vraiment, je ne comprenais rien. Mais c'est normal, vous étiez au-dessus des études. J'ai eu beau me débattre, ils ont absolument voulu que je sois un surdoué. Mais à ce moment-là, j'aurais bien aimé que mes parents, mes professeurs, sachent que j'étais un surdoué. Moi, je me prenais pour un imbécile, c'est simple, et quelqu'un qui ne réussissait pas ses bacs, puisque j'ai quand même réussi à avoir mon premier bac à la 3e reprise. Et encore, là, je vous fais une confidence, ne répétez pas à l'académie, parce que ça ferait très très mauvais effet. Imaginez-vous qu'il fallait avoir 10 de moyenne, ou bien 7 de moyenne pour avoir l'oral de rattrapage. Eh bien moi, j'avais 6,90. Et j'ai réussi à avoir les 10 points qui me manquaient grâce à la course à pied. Parce que je cours très très vite. Ça, c'est vrai. Alors là, ça, franchement, je suis un coureur. Pardon, enfin, dans le bon sens du terme. Et donc, dans cette jeunesse atroce, donc, j'étais très malheureux, j'étais pauvre, j'étais dans cette chambre de bonne, je ratais mes études. Je me suis dit, mais il y a la littérature. Et j'essayais d'écrire, et ma brave mère, ma merveilleuse mère, tapait mon roman à la machine. Et quand je l'ai présenté aux éditeurs, tenez-vous bien, il a été refusé par 13 éditeurs. 13 éditeurs, vous allez me dire, c'était une injustice. Eh bien non, ils avaient entièrement raison, le livre était nul. Alors vous imaginez ce portrait psychologique, quand j'avais 19 ans, 20 ans, ratant mes études, ratant même la première année de droit. Franchement, il ne faut franchement pas être très malin pour avoir la première année de droit. La licence, je veux bien, le doctorat. Et heureusement, j'avais quand même quelque chose de positif dans ma vie. J'étais amoureux d'une jeune fille. Et cette jeune fille était d'un très bon milieu, parce que comme je vivais dans la dèche, eh bien, j'essayais d'aller vers la lumière, et j'étais un peu snob. Et d'ailleurs, cette jeune fille était archi-snob. Les parents étaient archi-snob. Ils ne voyaient que des duchesses, des comtesses, des princesses. Et moi, je débarquais dans ce milieu vraiment un peu comme Sigismond, le héros de La vie est un songe de Calderon. Vous savez, qui passe du palais au cachot, du cachot au palais. Il ne sait plus très bien quelle est la réalité. Et quand j'arrivais rue de la Pompe, je me souviens dans cette famille très snob, c'était très chic, un immense appartement. Alors ça me changeait de ma chambre de bonne qui sentait le graillon. Et là, je voyais par la fenêtre, j'en percevais la fille d'un avocat. Eh bien, la fille d'un avocat, Maître Dupuis, qui se déshabillait au fond de la cour. Je dis ça pour ceux qui connaissent Madame Dupuis. Et elle était ravissante. Enfin bref, j'étais amoureux de cette jeune femme. De cette jeune femme, j'étais très amoureux d'elle. Et un jour, j'ai découvert une chose atroce. C'est que cette jeune fille me trompait. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Et en plus, elle me trompait avec un crétin. Et j'ai remarqué que les femmes vous trompent toujours avec des crétins, parce que si elles me trompaient avec des gens de mon genre, ça ne me déplairait pas. Mais là, c'était vraiment un imbécile. Et à ce moment-là, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, j'étais au bord du suicide, parce que aussi j'étais suicidaire pour rajouter une touche. Et je me suis dit, mais ma parole, je suis comme Napoléon. Et en effet, Napoléon a connu les mêmes difficultés que moi. Les mêmes difficultés, il a été trompé, il était pauvre, il était dans sa mansarde, il était même obligé de faire appel à des prostituées, non loin d'ici. Et donc, je me suis dit, voilà, Napoléon a réussi à s'en sortir, eh bien moi,
grâce à Napoléon, je vais m'en sortir, d'autant plus que tous les héros de romans que j'aimais, dans Balzac, dans Stendhal, même dans Dostoïevski, étaient tous obsédés par le personnage de Napoléon, et ils avaient comme Bible le mémorial de Sainte-Hélène. Donc, Napoléon est le premier homme qui m'a sauvé la vie, en tout cas, qui m'a aidé à vivre. Dans cette famille, donc, terriblement snob, eh bien, il faut dire que je commettais plein d'erreurs, parce que le père, la mère m'aimaient bien. D'ailleurs, j'ai toujours été préféré par les mères que par les filles. Et la mère m'aimait beaucoup, mais le père me détestait, parce qu'il se disait, ça y est, il va la mettre enceinte, et on va avoir pour gendre ce garçon qui sera un va-nu-pied, un crève-la-faim, vraiment tout ce qu'il y a de pire, un garçon qui n'a pas d'argent, qui n'a aucun titre aristocratique, vraiment rien du tout, zéro. Alors il cherchait par tous les moyens à me virer, à m'écarter. Et un jour, j'ai commis l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est l'inconscient. Sur les quais, j'avais vu un livre qui me paraissait très intéressant, qui s'appelait Psychopathia Sexualis, du docteur Kraft Ebing. Vous l'avez sûrement lu dans votre jeunesse. C'est un livre qui vous donne de bons conseils, d'ailleurs, sur le sadomasochisme, sans doute. Et très intéressante. Et j'ai commis l'erreur qu'il ne faut jamais commettre. J'ai inscrit mon nom sur la couverture. Et j'ai commis une erreur encore plus grande. J'ai oublié le livre sur la table du salon. Vous imaginez le résultat. Ça a été abominable. Eh bien, dans cette famille très snob, et qui est auprès de laquelle j'ai contracté, je reconnais un peu ce virus, un peu, beaucoup d'ailleurs, je m'en suis guéri un peu par la suite, enfin je ne sais pas, vous savez. Je ne crois pas que rentrer à l'académie soit un signe en ma faveur de ce point de vue-là. Eh bien, dans cette famille très snob, il y avait quelqu'un, moi j'étais rejeté, j'étais le paria, mais il y avait quelqu'un qui était vraiment, vraiment, alors très apprécié, devant lequel on dressait un tapis rouge. C'était un homme qui était un aristocrate, c'était un homme qui était agrégé de philo, c'était un homme dont le père était ambassadeur, c'était un homme qui avait une Mercedes 300 SL, il avait les yeux bleus, et il s'appelait Jean d'Ormesson. Alors, vous imaginez, quand j'ai découvert dans la bibliothèque de la sœur aînée, parce que la sœur aînée était ravissante également, et Jean d'Ormesson n'a jamais détesté les femmes ravissantes, eh bien, quand je découvrais dans la bibliothèque un livre de Jean d'Ormesson avec une dédicace, je me suis dit, c'est formidable. Un écrivain qui est apprécié dans une famille, qui n'est pas rejeté, et il a incarné à ce moment-là, pour moi, la littérature. Il a incarné la littérature vivante. Parce que Balzac, hélas, Stendhal, Dostoïevski, Barès, Drieux-La Rochelle, tous les écrivains que j'aimais, eh bien, on pouvait les consulter dans leur bibliothèque. Mais là, j'avais affaire à un écrivain vivant. Et donc, Jean d'Ormesson m'a donné de l'espérance. Sans le connaître, parce que quand j'ai demandé à la jeune fille qui s'appelait Solange si je pouvais rencontrer Jean d'Ormesson, mais tu es fou, tu rates ton bac et tu voudrais rencontrer Jean d'Ormesson. Il ne faut pas rêver, tu ne le rencontreras jamais. Vous voyez, les pronostics qui ne s'est pas vérifié. Et donc, je vais vous évoquer un peu avec vous, justement, ce qui m'a séduit chez Napoléon, auquel j'ai consacré un livre, de reconnaissance, parce que c'est pas seulement... c'est par admiration pour lui, mais ce que j'ai apprécié chez Napoléon, ce qui m'a aidé chez Napoléon, et je crois que ça peut aider beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'adolescents qui sont en plein désarroi. Et ce qui m'a aidé à travers Napoléon, c'était de voir qu'en fait, cette vie qui est considérée comme une vie de succès est en fait une vie d'échec. Il accumule les échecs d'un bout à l'autre de sa vie, de sa naissance jusqu'à Waterloo, parce qu'on ne peut pas dire que Waterloo, ça soit vraiment un succès. Et donc, je me suis passionné pour Napoléon, et dans ce livre, et notamment, j'ai découvert des choses tout à fait mystérieuses sur sa jeunesse, sur son enfance. Et parce que quand on voit Laetitia, Madame Mère, on voit cette dame extrêmement austère, sérieuse, cette femme corse, la mama corse, extrêmement radine. Vous savez que quand son fils est tombé malade à Sainte-Hélène, eh bien, elle a pris le médecin le moins cher, tellement elle était radine, elle a pris un médecin légiste. Franchement, pour soigner quelqu'un,
Vraiment, et c'était le docteur Antomarchi Lamé. Et cette femme, très austère, dont on voit les portraits, et qui paraît très éloignée des divertissements amoureux, on oublie complètement que dans sa jeunesse, quand elle avait 20 ans, elle était ravissante. C'était une sorte de Carla Bruni, d'Inès de la Fressange. Elle était canon, si on peut parler pour la mère d'un général, évidemment c'est un peu difficile, mais enfin, elle était très belle, elle était très belle. Et à ce moment-là est arrivé en Corse un gouverneur qui s'appelle Monsieur de Marbeuf, qui était un homme très séduisant, jeune, je ne dis pas, enfin, assez jeune, il avait mon âge. Eh bien, et elle avait 20 ans, enfin rien, quoi, entre eux. Et dès qu'il a vu la jeune femme, il s'est dit, qui était marié à Charles Bonaparte, il s'est dit, voilà un couple qu'il faut aider, qu'il faut soutenir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire élire Charles Bonaparte comme député de la noblesse. C'est un moyen de s'en débarrasser, entre nous. Et donc, il a fait ce qu'on fait en Corse quand il y a une élection. D'ailleurs, pas seulement en Corse, il a fait comme à l'UMP. Il a bourré les urnes et Charles Bonaparte a été envoyé à Versailles. Et qu'a fait Charles Bonaparte? Eh bien, il a été reconnaissant. Il a confié son épouse ravissante, sa Carla Bruni, au gouverneur de Marbeuf à Bastia pendant 1 an. Alors vous imaginez, c'est comme si vous confiez votre femme à Frédéric Beigbeder ou à Jean d'Ormesson. Vous voyez, c'est prendre de très très grands risques. Et d'ailleurs, Napoléon lui-même s'est posé beaucoup de questions sur cette. D'ailleurs, il s'en est posé, il a calculé, parce que vous savez que c'était un grand mathématicien, donc il a calculé l'heure de la conception, les choses, et puis finalement il est arrivé à la conclusion que lui-même était probablement le fils de son père, ce qui est sûrement une vérité, puisque il est mort de la même maladie que son père. En revanche, il faut bien reconnaître que les frères et sœurs qui ont suivi il y a beaucoup de chances ou de risques qu'ils soient les enfants du général de Marbeuf, qui était d'ailleurs un homme tout à fait remarquable. Mais enfin, il y avait une question quand même bizarre qui turlupinait Napoléon, c'est qu'il n'y avait pas de militaire dans sa famille. Le seul militaire qui entourait la famille, c'était l'ami du père, c'était le général de Marbeuf. Alors c'est le premier, on pourrait dire, après ses débuts, on pourrait imaginer que Napoléon tout de suite a eu l'intuition de son destin national. Pas du tout. En fait, Napoléon, après ses études, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se passionner uniquement pour la Corse. Il va vouloir, auprès de Paoli, réussir en Corse. Le destin de la France, à ce moment-là, ne l'intéressait pas du tout. La Révolution, pas du tout. Ce qu'il voulait, c'était devenir l'adjoint de Paoli. Et heureusement, Paoli l'a écarté. C'était une sorte de Jean-Guy Talamoni, un de vos confrères, d'ailleurs, du baron Corse. Et donc, il était obsédé par la... Mais heureusement, c'est là où on voit que l'histoire est tout à fait étonnante, c'est qu'il va échouer auprès de Paoli, et c'est le rejet par Paoli, qu'il trouvait un peu trop ambitieux, et qui va faire qu'il va finalement s'enfuir de Corse, et avec sa mère et ses frères, et on va retrouver dans le bateau qui les emmène, la maison a été brûlée, la maison de la rue Malherba à Ajaccio, et qu'emporte Laetitia? Eh bien, elle emporte un portrait du gouverneur de la Corse, M. de Marbeuf. Et là, alors c'est Toulon, et Toulon, on peut dire c'est un succès, mais le lendemain du succès de Toulon, où il réussit à prendre la place, le siège de Toulon, immédiatement il est arrêté, emprisonné, on menace de le fusiller parce que c'est un ami d'Augustin de Robespierre. Donc vous voyez, immédiatement l'échec suit le succès. Et heureusement, il va être sauvé par son amitié avec Barras, qui va à la fois l'utiliser pour tirer au canon sur les royalistes, sur les marches de Saint-Roch, et il va réussir à se remettre un peu en selle, et Barras va lui proposer d'épouser son ancienne maîtresse, Joséphine, qui, elle aussi, va le tromper avec des crétins, et notamment ce grand crétin qui était Hippolyte Charles. Et vous voyez, et quand il va recevoir son commandement en Italie,
eh bien c'est atroce de se dire que toutes ces conquêtes qu'il mène, eh bien au milieu de toutes ces conquêtes, il apprend que Joséphine ne veut pas le rejoindre. À un moment, elle lui fait même croire qu'elle attend un enfant pour ne pas venir. En fait, elle est toujours avec Hippolyte Charles. Et c'est cette souffrance, ce sentiment d'échec qu'il éprouve en permanence, donc, à cause de cette femme, et qui fait que sa vie est toujours tissée de succès et d'échecs. Ensuite, il va partir pour l'Égypte. Et là, cette expédition d'Égypte dont on fait... Aujourd'hui, on imagine que tous les monuments, l'obélisque a été ramené par Napoléon, on imagine que les collections du Louvre ont été ramenées par Napoléon. C'est entièrement faux. L'expédition d'Égypte est un fiasco épouvantable. Ça commence très très mal. Toute la flotte qui a réussi à amener Napoléon en Égypte est coulée à Aboukir. Il n'y a plus un bateau. Donc l'armée est complètement enfermée. Et à 2 jours d'Aboukir, Bonaparte apprend une nouvelle terrible. Eh bien, c'est que Joséphine s'est mise en ménage avec Hippolyte Charles. Et là, c'est une terrible déception. Il est désespéré, il pense au suicide, parce qu'il pensera très souvent au suicide. Et là, il fait ce que les hommes font quand ils sont au bord du désespoir. Eh bien, il choisit de se venger. Et il y a une ravissante jeune femme qui est venue en Égypte déguisée en homme, qui a suivi un jeune capitaine, et il invite cette jeune femme à dîner, et au milieu du dîner, il renverse une carafe d'eau sur elle, il l'entraîne à l'écart, et là il se passe ce que vous imaginez, et le lendemain, il donne un ordre de mission pour le capitaine pour apporter un message à Paris. Mais les Anglais qui sont au courant de la liaison de Bonaparte avec Pauline Fourest ramènent le mari en Égypte, ce qui fait que le mari débarque, on est obligé de le renvoyer encore une deuxième fois, et Bonaparte va avoir une longue liaison avec donc Pauline Fourest. Enfin, je ne vais pas accumuler tous les échecs de Napoléon, puisque vous pouvez les voir dans mon livre, mais c'est vrai, le 18 Brumaire, c'était extraordinaire de voir à quel point le 18 Brumaire aurait dû échouer. C'est-à-dire, le 18 Brumaire est organisé par Sieyès, c'est lui le stratège du 18 Brumaire, et le véritable homme fort du 18 Brumaire, c'est Lucien. Et donc, on voit un malheureux Bonaparte complètement perdu au Conseil des 500, qui est là, qui ne sait plus quoi dire, qui lance des phrases à tort et à travers, et il va être sauvé par Lucien et in extremis. Même chose, 6 mois plus tard, au moment de Marengo, vous savez, il part, il passe le col du Mont Saint-Bernard, et là, il est bloqué par un fort qui s'appelle le fort de Bar, qui empêchait complètement le passage des troupes. Il va être obligé de charger les affûts de canon sur des traîneaux. Enfin, et puis arrive Marengo, et vous savez que Marengo a d'abord été une défaite. Marengo, à 4 heures de l'après-midi, et à 2 heures de l'après-midi, était une défaite. Et grâce à l'arrivée de Kellermann et de Desaix, eh bien, ça sera un succès. Alors voilà, donc cette vie très étrange. Alors c'est vrai qu'après, on ne peut pas dire qu'Austerlitz, ce soit une défaite, on ne peut pas dire que la Iéna, ce soit une défaite, on ne peut pas dire que Friesenlang, ce soit une défaite. Il y a des succès. Mais quand même, il ne faut pas oublier que à Fontainebleau, au moment de la campagne de France, eh bien, quand il est obligé d'abdiquer, et là, on va le trouver seul dans le palais de Fontainebleau, et il va tenter de se suicider en avalant du poison. Et les historiens, étrangement, veulent nier cette partie de la vie de Napoléon. D'ailleurs, dans le dictionnaire des Napoléon de Jean Tullard, on met cette phrase au conditionnel. On dit « il aurait tenté de se suicider », alors qu'il y a des témoins qui l'ont vu avaler le poison, qui l'ont vu rejeter le poison, et le lendemain matin, il va dire « puisque la mort ne veut pas de moi, j'écrirai l'histoire de mes braves ». Ensuite, retour, Waterloo. On ne peut pas dire que Waterloo, ce soit un grand succès. C'est l'échec. Et là, vous savez, il reste une semaine à la Malmaison en hésitant. Il hésite, il se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je me livre aux Anglais ?
où on lui a proposé de partir pour les États-Unis, caché dans un tonneau de cognac. Et il hésite à partir. Et puis il se dit, quand même, c'est un peu embêtant, si on me retrouvait, il imagine les journaux anglais, les caricatures des journaux anglais découvrant l'empereur caché dans un tonneau de cognac. Donc il n'y va pas. Et heureusement, parce que vous voyez, c'est là où il a l'intuition géniale que finalement, le malheur lui était nécessaire. Parce que qu'est-ce qu'il aurait fait aux États-Unis? Des conférences très bien payées. Bon, franchement, je crois qu'il aurait eu beaucoup de difficultés. Il serait devenu un bourgeois, il aurait grossi, il avait d'ailleurs tendance à l'embonpoint. Il lui fallait le malheur, il lui fallait devenir Prométhée. Et étrangement, c'est grâce à cet exil dans une île effroyable, avec un geôlier épouvantable, que sa légende va se créer, va se ciseler, et va, dans son point d'orgue, sera bien sûr le mémorial de Sainte-Hélène, qui va paraître juste après sa mort, et qui va diffuser sa légende, et subitement il va devenir un martyr, et il va devenir finalement une sorte, grâce à ces évangélistes, il va devenir une légende qui va continuer, et j'évoque d'ailleurs que cette légende va se poursuivre jusqu'à Charles de Gaulle, parce que c'est vrai que la République va toujours avoir des difficultés à le célébrer, on l'a bien vu au moment d'Austerlitz, mais de Gaulle lui-même voulait le célébrer, hélas, encore une malchance, encore un échec, en 69, juste au moment où a eu lieu le référendum. Et donc de Gaulle n'a pas pu le célébrer. Et dans la conversation qu'il a avec Mauriac dans les chaînes qu'on abat, il dit à Malraux, « Où en êtes-vous avec Napoléon ?» Et Malraux répond, un grand esprit, mais une petite âme. Et de Gaulle dit, « Pour l'âme, il n'a pas eu le temps. » Donc voilà le premier homme qui m'a sauvé la vie. Maintenant, je vais passer au deuxième homme qui m'a sauvé la vie, qui m'a aidé à vivre, à Jean d'Ormesson. Alors tout d'abord, il faut que je vous reparle un peu de moi, parce que, entre-temps, entre ce moment où j'étais dans ma chambre de bonne et ce moment où j'ai rencontré Jean d'Ormesson, alors en chair et en os, eh bien, il s'est passé quelques années, il s'est passé 4 années. Et pendant ces 4 années, après avoir échoué, je l'ai raconté tout à l'heure, ma première année de droit, ma première année de lettres, on ne savait plus quoi faire de moi, je ne savais plus quoi faire de moi-même. Et bien, je me suis dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est le journalisme. Là, on peut faire des fautes d'orthographe, on peut faire quelques bévues historiques, il n'y a pas de problème, ça ne se verra pas. Et à ce moment-là, il y avait une chose merveilleuse qui était le piston. Et j'ai été pistonné par la famille de Jean Renoir pour entrer au Figaro. Et je me suis retrouvé stagiaire au Figaro. Alors, il faut vous dire, la position du stagiaire, je pourrais en parler très très longuement, c'est le stagiaire, quand vous êtes un garçon, c'est très différent que quand vous êtes une jeune fille, surtout une jeune fille ravissante. Je le sais pour avoir été moi-même directeur du Figaro littéraire, j'avais beaucoup de jeunes filles ravissantes. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'intéresser un peu plus aux jeunes filles qu'aux garçons. Et donc j'étais stagiaire, personne ne s'intéressait à moi, il n'y avait qu'une seule personne qui me regardait, qui me fixait avec des yeux un peu rouges, c'était le directeur de la rubrique religieuse, l'abbé Gruard. Parce que le Figaro avait un abbé qui était l'aumônier du Figaro, qui confessait les gens du Figaro. Et cet abbé était un gros homme, avec les yeux, je vous ai dit, un peu injectés de sang, des babines un peu baveuses, et des dents qui surmontaient ses lèvres épaisses. Enfin, c'est un sensuel, on voyait très bien, un sensuel très religieux. Et il me regardait d'un air intense, il venait vers moi, il me posait la main sur l'épaule, il me serrait très fort l'épaule, il me dit « Vous êtes un garçon remarquable. Vous ne pouvez pas savoir, comme cette phrase, vous êtes un garçon remarquable, me plaisait. » J'opinais, je disais ben, « Sans doute, venez prendre un verre avec moi. » Il m'emmenait, je voyais les sourires opérer autour de moi, il m'emmenait, et là il avait une manie bizarre, c'est que tout en prenant notre café, il me prenait le genou, il me serrait le genou assez fort. Je disais, ce sont des habitudes de journaliste du Figaro. Et donc, et puis je repartais, refaire mes petites brèves, vous savez, mes toutes petits articles, mes articulés minuscules sur les incendies, les fuites de gaz, enfin des choses absolument nulles aux informations générales, c'est effrayant.
Et puis un jour, s'approche de moi, il me dit « Venez, il faut absolument que je vous parle, c'est très important ». Alors, il me dit « Venez prendre un café ». Nous partons, nous prenons un café, nous retrouvons dans le même guéridon, et là, il me serre les cuisses, très, très fort, et puis je vois sa main qui remonte vers mes œuvres vives. Et là, je me dis « C'est un peu inquiétant, ça, c'est pas une pratique de journaliste normale, il y a quelque chose qui se cache ». Et je lui dis « Oh là, je suis très pressé, il faut que je rentre ». Alors, nous rentrons, et nous prenons, c'était rond-point des Champs-Élysées, vous savez, dans ce grand immeuble, et nous montons dans l'ascenseur, qui était très lent. Vous avez une montée asthmatique. Et là, dans l'ascenseur, dès que la porte se referme, il se penche vers moi, je vois ses lèvres baveuses qui s'approchent de mes lèvres, et il me dit « Vous n'avez qu'un mot à dire, et je vous fais rentrer à la rubrique religieuse. » Eh bien, tenez-vous bien, parce qu'on me traite souvent d'arriviste, j'ai refusé. À ce moment-là, vous voyez, vous ne me croyez pas. Donc, j'étais rentré donc, au Figaro, et j'ai réussi à, je ne dis pas à m'imposer, je ne sais pas par quel hasard, mais je crois que le piston a joué un grand rôle. Et finalement, je suis devenu journaliste. Et là, un jour, j'ai écrit, à la page 1, un article sur une affaire judiciaire qui m'avait passionné. Décidément, c'était la première affaire judiciaire. Celle-là ne m'a pas causé trop de tort. C'était sur l'affaire Russier. Gabrielle Russier. J'ai fait un article pour défendre cette jeune femme qui venait d'être inculpée. Et pour la défendre, et ça, je vous dirais les choses franchement, ça me rappelait, je ne pouvais pas comprendre qu'une jeune femme qui avait 25 ans, qui était amoureuse d'un garçon de 17 ans, 16 ans, je ne pouvais pas comprendre que les parents puissent y voir un problème. Moi, j'avais beaucoup de jeunes femmes dont j'avais été amoureux, qui avaient 10 ans de plus que moi. Je trouvais que c'était une chance. Enfin bon. Et donc, j'avais vraiment une identification. Et j'ai fait un article qui était en une du Figaro, au milieu des académiciens déjà. J'avais la prescience de l'avenir. Et j'ai fait cette chronique. Et cette chronique a paru. Et le lendemain de cette chronique, le téléphone sonne à mon bureau. Allô, c'était Jean d'Ormesson. Alors imaginez, c'était la boucle était bouclée, les rêves rejoignaient la réalité. Et Jean d'Ormesson me dit « Ah, vraiment, j'ai beaucoup aimé votre chronique. » C'était un peu comme tout à l'heure, les bâtonniers avec moi, vous voyez. Enfin, il ne me comparait pas à Zola et à Voltaire, mais enfin, déjà, c'était pas mal. Et il me dit « Vraiment, c'est très très bien. Qu'est-ce que vous faites demain à déjeuner? Je fais un déjeuner chez moi, venez donc déjeuner. » Ah, la terreur! Parce que je me dis, comment je veux rencontrer une légende? On ne peut pas rencontrer les légendes. Vous savez, d'ailleurs, dans Karen Blixen, dès qu'on rencontre la légende, dès qu'on réalise la légende, on meurt. On ne peut pas rencontrer les légendes. Et me voilà dans les affres. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre comme blazer? Est-ce que mon blazer est suffisamment nettoyé? Et quelle cravate va aller avec le blazer? Et quel pantalon? Quelle paire de chaussures? Puis je me dis, un agrégé de philo, il va me poser des questions sur Kierkegaard. Je me jette sur mes bouquins de Huysmans, sur mes manuels de philosophie, je feuillette, c'était épouvantable. Alors Bergson, Kierkegaard, Hegel. Je me dis, ils vont me poser des questions, c'est épouvantable, je ne veux pas savoir quoi répondre. Et j'arrive à Neuilly, j'étais terrorisé, je vous promets, j'étais terrorisé. Je suis arrivé au moins 1 heure à l'avance, et j'ai tellement attendu que je suis arrivé en retard. Et vous connaissez ça, cette timidité de la jeunesse. Et je rentre, on sonne. Le maître d'hôtel vient me chercher mon manteau. J'étais prêt de défaillir. J'ai failli le prendre dans mes bras. Enfin, j'étais complètement démoralisé. Et je rentre. Et qu'est-ce que je vois? J'étais pas seul avec Jean d'Ormesson. Il y avait tout Paris. Il y avait tous les gens importants. Il y avait Maurice Druon, Maurice Reims, Mathieu Gallet. Enfin, tous les gens les plus importants de Paris. Tous les gens qui me faisaient rêver, tous les gens que je pensais ne jamais rencontrer. Et voilà, nous nous trouvons autour d'une grande table, et tout le monde se met à parler. Et moi, je veux dire, j'étais incapable de parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Impossible de dire un mot. Et je me dis, c'est pas possible. Si je ne parle pas, qu'est-ce qui va se passer? On va me prendre pour un imbécile. D'ailleurs, je me sentais tout à fait un imbécile. Et je me dis, exactement comme dans Stendhal, vous savez, dans Le Rouge et le Noir, quand Julien décide, il dit à minuit, je rentre dans la chambre de Mathilde de La Mole. Et moi, je dis, dans 5 minutes exactement, je parle.
Et je regarde ma montre, j'avais peur, je vois 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Et à ce moment-là, je vois, il y avait Jean-François Revel, qui était là, tout rouge. Vous savez, il était rouge, sanguin. Mais en même temps, il aimait bien whisky, vin blanc, vin rouge. Et il était là, toujours très mesuré dans ses propos. Il proposait de mettre une bombe atomique sur le Vietnam. Vous voyez, c'était très mesuré. Et je me dis, à un moment, il relance son truc sur le Vietnam. C'était effroyable. Les communistes, il faut les tuer, les étriper, les pendre, un croc de boucher. Enfin bref. Je dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Comment, dit-il, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Toute la table se tait et on se tourne vers moi et vers Jean-François Revel. Je commence à émettre quelques réserves sur son projet de mettre une bombe atomique sur le Vietnam. Et j'avance quelques arguments, vraiment droit de l'homiste, j'étais un peu idéaliste. Et à ce moment-là, dans un silence de mort, il dit « Mais ma parole, je ne peux pas croire que vous soyez journaliste. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bête, d'aussi nul, d'aussi inculte. » Subitement, je me dis « C'est pas possible. Il ne me reste que le suicide. » Parce que le déjeuner terminé, plus personne ne me parlait. On fuyait, je voyais les gens qui se disaient « Mais qu'est-ce que ce type qui est vraiment idiot, qui s'est fait insulter ?» Et d'ailleurs, vous verrez, je suis resté à ma façon dans l'histoire, parce que Mathieu Gallet, dans son journal, raconte cet épisode. Il dit « J'ai jamais vu quelqu'un se faire insulter avec autant de force et de violence. » Et donc, en sortant de là, je dois dire, je me disais, c'est terminé. Ma carrière s'arrête définitivement. Je suis comme Rubempré. Je vais être obligé de retourner à Angoulême. Ou plutôt, je vais faire comme Rubempré et je vais me suicider. Parce que Jean d'Ormesson était le gendre du propriétaire du Figaro, M. Béguin. Et cette amitié avec Jean d'Ormesson, que j'ai idéalisée, allait se terminer. Et donc, tout allait être la fin. Et j'allais être viré du Figaro, bien entendu, pour incapacité, imbécilité. Enfin, et puis, vous voyez, les choses ne se sont pas du tout passées de cette façon, puisque j'ai revu Jean d'Ormesson, nous sommes devenus amis, et il m'a, c'est vrai, accordé son amitié et son soutien, et nous avons passé de grands moments que je raconte dans ce livre, très heureux, notamment en Corse. Et alors là, il y a une petite anecdote, mais alors je vous demande de ne pas la raconter, elle est dans le livre, mais enfin, évidemment, parce que un jour, j'étais venu chez Jean d'Ormesson, et avec une très jolie fille. Je reconnais, c'est un peu un point faible chez les écrivains, parce que ce sont un peu les sujets de roman, une jolie fille. Et j'étais venu donc chez lui, et cette jeune fille, très tôt le matin, était partie se baigner. Et puis donc j'étais dans le lit, parce que je sais bien que l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt, moi je me lève plutôt tard, et quand j'entends par la porte-fenêtre un petit pas, et Jean d'Ormesson arrive, croyant la jeune fille seule, il le pousse et s'approche pour lui donner un baiser. Il tire le drap, il me voit. « Ah, c'est toi !» Et alors, tenez-vous bien, moi très gêné. Je me dis, tiens, bon, je fais comme si rien n'était, très bien. Le déjeuner arrive, et en plein milieu du déjeuner, il dit, c'est vraiment drôle ce qui s'est passé ce matin. Je suis allé dans la chambre de Jean-Marie, je voulais embrasser sa compagne, et qu'est-ce que je vois? Je tire le drap, et je vois l'horrible visage de Jean-Marie sous le drap. Voilà. Mais enfin, avec lui, nous n'avons pas eu... Nous n'avons pas eu que des épisodes un peu scabreux. Nous avons eu plein d'épisodes académiques, et je voulais dire, c'est vrai que les campagnes académiques avec lui, c'est-à-dire quand il me soutenait, que nous étions sur la plage, à moitié nus, quelquefois même complètement nus, je veux dire, et il écrivait des noms, on écrivait aux tiens, est-ce qu'elle va voter pour toi? Non, c'est vrai que tu as raconté une scène un peu porno dans un de tes livres, et il ne votera pas pour toi. Est-ce que... Et c'était merveilleux parce que nous étions dans une telle atmosphère de complicité, de beauté avec la Corse qui était là, c'était absolument merveilleux. Donc, cette complicité s'est poursuivie jusque bien sûr à l'Académie. Et je dois dire, quand je suis rentré à l'Académie, là, je me suis pincé. Je me suis pincé parce que c'est vrai que c'était extraordinaire de me retrouver. Vous imaginez, moi qui avais eu tant de mal à avoir mon bac, de me retrouver devant Lévi-Strauss, voilà, professeur au Collège de France, devant Maurice Druon, devant Maurice Reims, devant Henri Troyat, devant tous ces hommes, c'était complètement romanesque. Complètement romanesque. Et je me disais, vraiment, mais
C'est La vie est un songe. C'est La vie est un songe. C'est cette espèce de passer du cachot. Voilà. Mais je veux dire, quand j'ai été élu, j'ai quand même gardé raison. Je n'ai pas perdu complètement la tête. Et quand on m'a interrogé, on m'a dit alors vous êtes heureux maintenant? J'ai dit non, je suis inquiet. Il dit mais pourquoi êtes-vous inquiet? J'ai dit je suis inquiet parce que j'ai eu 16 voix de plus que Balzac. C'est vrai que ça me laisse encore inquiet. Je ne vous cache pas, parce que quand on pense que Balzac a eu 2 voix et que Zola, auquel vous me faisiez l'amitié de me comparer, l'indulgence de me comparer, s'est présenté 22 fois et qui n'a pas été élu. Voltaire a été élu plus facilement. Il a été élu à la 3e reprise. Donc, ces 2 hommes Jean d'Ormesson, Napoléon ont joué un grand rôle dans ma vie, ils m'ont sauvé. Et je voulais dire que ce qui est important, peut-être, c'est qu'à travers eux, et je crois que c'est une chose qui, dans la vie, est très utile et nécessaire, c'est d'avoir des personnages qui incarnent, qui illustrent beaucoup plus qu'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'à travers Jean d'Ormesson, c'était non seulement la littérature, mais c'était une conception de la littérature. Parce que c'est un homme qui n'a pas qui n'a aucune lourdeur dans sa culture. C'est un homme qui permet d'accéder à une culture vivante, une culture un peu comme à la manière des Grecs, vous savez, qui aimaient la vie. Et à travers lui, je dois dire, j'ai réussi à aimer la vie, à sortir de ce côté peut-être un peu romantique que j'avais dans ma jeunesse, cette tentation du suicide, cette tentation du malheur, ce goût du malheur. Et il a exorcisé tous ces démons, et je dois dire que son amitié m'a énormément aidé. Enfin voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Et c'est vrai que quand je regarde ma vie comme je le fais dans ce livre, où j'essaie de la regarder même dans ces moments un peu difficiles avec humour, parce que je pense que je n'aime pas le pathos, eh bien, je pense que j'ai une chance d'avoir réussi à maîtriser finalement un début extrêmement difficile, et que je suis une sorte de miraculé de la culture générale, et que d'ailleurs, je devrais aller à Lourdes pour déposer mes béquilles et remercier Bernadette Soubirous. Merci.